Là, c'est en gros un demi-million de morts. Et il n'y avait pas beaucoup d'habitants à l'époque. Mais je ne vous épargne pas en revanche ce qui s'est produit dans les années 70, 80 et 90 en Amérique centrale. Vous avez à nouveau des centaines de milliers de tués, plusieurs guerres civiles, Honduras, Nicaragua, je ne vais pas tous vous les faire, c'est d'ailleurs les deux plus violentes. Et j'ajoute qu'il y a eu dans les années 60 et 70 un nombre de dictatures extrêmement important dans le cône latino-américain. Rien de tout cela n'existe aujourd'hui. Bien sûr, le Venezuela. Le Venezuela, c'est un cas un petit peu à part. Il y a eu effectivement beaucoup de réfugiés vers la Colombie ces dernières années, plusieurs centaines de milliers, c'est beaucoup, on a dépassé a priori le million. Pas de famine, pas de guerre, pas de génocide. Excusez-moi du peu. Continue. L'Afrique. L'Afrique dans les années 1970, 80 et surtout, plus près de nous, surtout 90 et début 2000, c'est ce que Kofi Annan, africain lui-même, secrétaire général des Nations Unies, avait appelé en 2000, si ma mémoire est bonne, 2001, l'enfer sur Terre. Kofi Annan était parfaitement francophone. Il connaissait le poids des mots. L'enfer sur Terre. Et il parlait notamment de cette Afrique centrale et plus précisément encore de l'Afrique des Grands Lacs après le génocide des Tutsis rwandais perpétré par les Hutus en 1994. Le troisième grand génocide du XXe siècle après les Arméniens et les Juifs, autour duquel, entre parenthèses, et c'est un patriote qui vous le dit, la France n'a pas joué un rôle extraordinairement glorieux. Vous apprécierez mon sens de la litote. Parenthèse fermée. Plusieurs génocides. 1 million de civils assassinés en 3 mois à la machette et au gourdin clouté, dans l'indifférence totale, puisque l'URSS venait de s'effondrer, et Clinton venait de perdre 18 bons hommes. En Somalie, c'était la chute du Faucon Noir, pour ceux qui ont vu le film. Opération Restore Hope. Il ne voulait pas intervenir, et il ne voulait surtout pas perdre le moindre soldat pour des gamins noirs d'un pays dont personne ne savait où il se trouvait sur une carte du monde. Ça, aujourd'hui, ça n'existe pas. Il y a des problèmes graves en Afrique. Il y a 2-3 foyers encore de famine, bien moins graves d'ailleurs, entre parenthèses, que ceux qui prévalurent à l'époque en Éthiopie, souvenez-vous, l'Éthiopie et la Somalie. Il y a des problèmes graves, des problèmes évidemment de dictature, mais ça c'est même pas... Bon, il y en a ailleurs, puis ça se rapproche. Ça se rapproche. En Europe orientale, il n'y a pas que des progressistes, quand même, ça se rapproche. Donc c'est pas qu'un problème africain, c'est ça que je veux vous dire. Et les guerres de haute intensité, aujourd'hui, sur l'ensemble du continent africain, 54 États, 54 États, le 7e des humains et 2% du commerce mondial. Pour plein de raisons sur lesquelles on pourrait revenir si ça vous intéresse. L'Afrique aujourd'hui est globalement en paix. Alors le Sahel, bien sûr, on a 5000 hommes qui combattent des djihadistes au Sahel. C'est ce qu'on appelle une guerre de très basse intensité. C'est-à-dire qu'avec très peu de monde, il y a très peu de djihadistes en face de très peu de soldats français, sur des territoires absolument gigantesques. Rien que le Mali, c'est 2 fois la France, et le Sahel, c'est 6 ou 7 fois le Mali. Bon. D'accord. L'Océanie, en général, c'est assez calme. Donc là, je vous rassure, pas la peine de passer du temps là-dessus. En Asie, mais attendez, il y a déjà eu 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan. 3 guerres entre l'Inde et le Pakistan, 3 victoires indiennes. La 4e guerre, elle est quoi, les nucléaires? Une menace. La 4e, le Cachemire. Violent, le Cachemire. N'empêche que pour l'instant, notamment parce que la dissuasion joue entre ces 2 géants, entre ces 2 titans, pour l'instant, il n'y a pas de guerre. Vous comprenez? C'est toujours pareil. Une menace, je vais vous dire. Une menace, c'est une supputation. Demain, il peut pleuvoir. J'en sais rien, oui, d'accord, tu peux pas me le prouver. Non, ok, d'accord, très bien. Par contre, moi, je te dis qu'hier, il a plu. Voilà, ça, c'est un fait. Moi, je vous dis que l'Asie a déjà été en guerre. Là aussi, on pourrait remonter à la guerre de Corée des années 50, l'Indochine, le Vietnam, on est bien d'accord. Même si tout le monde n'est pas forcément très féru d'histoire du XXe siècle, vous savez tous très bien comment ça s'est produit tout ça. La guerre au Pakistan, avec le détachement du Pakistan oriental qu'on a appelé, qui s'est appelé le Bangladesh, mais à chaque fois, c'est d'une violence, mais c'est par centaines de milliers et par millions, et en général des civils qui disparaissent. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il y a eu des échauffourées. On est à 4005, là, dans près du Tibet, à la lisière du Tibet, entre la Chine et l'Inde, et les soldats qui se sont affrontés se sont battus à coups de bâton. Je plaisante pas là, à coups de bâton, et de boules de neige, et de cailloux. Pourquoi? Parce que, en vertu de l'accord
de cessez-le-feu de 1962. Hein, il y a eu une seule guerre entre l'Inde et la Chine. Une guerre, bon, heureusement, ça n'a pas été très très loin. En 62, bon, ces deux puissances n'étaient pas encore nucléarisées d'ailleurs. Et c'est pas allé trop loin. Mais comme ces deux puissances, j'y reviens, la dissuasion, ont eu vachement peur de ce qui pouvait se passer, elles ont interdit, après ce cessez-le-feu, l'usage, même en cas de confrontation, des armes à feu. Donc, tu prends un bâton et tu vas mettre sur la gueule de l'autre. Mais c'est super rassurant que l'Inde et la Chine se battent à coups de bâton et à coups de pierre et de boules de neige. Pourquoi ils le font? On n'est pas au cirque, hein. Ils le font parce qu'ils ont peur d'une guerre nucléaire. Ah. Eh bien, c'est une très bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. On s'en fout qu'ils aient des armes nucléaires. De toute façon, vous ne les voyez pas, moi non plus. Puis ça pollue pas. C'est dans des hangars, je ne sais pas où c'est, mais c'est pas très bon. Bah, juste, il ne faut pas s'en servir, quoi. Voilà. Mais ils ne s'en servent pas, ils se servent de bâton. Enfin, l'Europe. En Europe, dans les années 90, le continent n'était pas en paix. La guerre en ex-Yougoslavie, là aussi, a provoqué des centaines de milliers de victimes. Et le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a établi qu'il y a eu une politique de nature génocidaire. Okay, notamment à Srebrenica en 95, bon, perpétrée par les Serbes. Écoutez, aujourd'hui, l'Europe est en paix. Alors bien sûr, l'Ukraine orientale, 300 victimes, c'est 300 de trop. Et je ne dis pas ça de manière cynique, je ne suis pas un géopolitologue cynique. Moi, je prône une géopolitique humaniste. Bon, c'est 300 de trop. Ce n'est pas un conflit de haute intensité. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste, j'ai presque envie de vous dire un peu comme d'habitude, le monde arabe. Et alors, le Caucase étant un cas à part, mais en fait, le Caucase apporte finalement de l'eau à ce moulin, pas optimiste, réaliste, parce que ce n'est pas une nouvelle guerre. La guerre a commencé en 1991, si tant est qu'elle n'ait pas commencé déjà au XIXe siècle de la part des Turcs et des Azéris contre les Arméniens. Ce n'est pas très nouveau, et là encore, ce n'est pas de haute intensité. Et c'est sous contrôle. C'est sous contrôle. C'est-à-dire qu'au moment où Poutine veut siffler la fin de la récréation, il le siffle. Et ça a été sifflé. Ça a été sifflé. On pourra y revenir si vous voulez, hein, sur des cartes extrêmement précises. Ça a été sifflé. Hein. Les Azerbaïdjanais, on les a laissés récupérer des territoires montagneux totalement vides. Là c'est pareil, on est à 3000, 3005, c'est les monts Caucase. Hein, c'est extrêmement élevé. Hein. Le Caucase, ça culmine à 5006. Mais là, on est sur du 3000. Bon, il y a des vallées qui sont absolument dépeuplées. Bon, l'Azerbaïdjan a récupéré l'essentiel des territoires perdus en 91-94, reste le Haut-Karabakh avec ses 100 à 150 000 Arméniens qui, pour l'instant, restent dans les mains des Arméniens. Parce qu'il y a eu volonté de la part de Poutine qui vend des armes aux deux. Ah bah oui, ce serait pas drôle sinon. De faire cesser les combats. C'est violent, ça a été violent, c'est de moyenne intensité, pour l'instant, c'est quasiment gelé, comme d'ailleurs le front était gelé depuis 20 ans. Ok ? Fin de ma première partie. Je vous dis quand même qu'il y a deux éléments explicatifs, deux variables explicatives au fait qu'on ne fait pas, ou très peu, la guerre, ou qu'on l'arrête dans l'espace, dans le temps, et parfois même dans la cruauté, par rapport à ce qui prévalut ces dernières décennies. La première, je vous l'ai déjà dit, la première variable explicative, c'est la dissuasion. Si je me dis, moi, américain, moi, soviétique, dans les années 50, 60, 70, que je peux bien sûr anéantir l'autre, mais que de toute façon, je sais parfaitement que dans les minutes ou dans les heures qui vont suivre, je vais mourir aussi, c'est pas très très drôle. Ça sert pas à grand chose. Il y a vraiment que dans l'histoire que les fanatiques dogmatiques, c'est-à-dire en fait finalement les génocidaires, qui préfèrent mourir plutôt que de laisser vivre l'ennemi. Tous les autres, ceux qui ne sont pas dingues, bon, heureusement, l'immense majorité des régimes politiques depuis sans doute les premières cités sumériennes, voire encore plus haut, ne font pas ça. Bon. Donc, mais cette dissuasion, elle marche aussi entre le Rwanda et le Burundi d'aujourd'hui. Elle peut marcher aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Regardez, cette guerre-là qu'on vit depuis malheureusement, qu'on observe de trop loin à mon avis d'ailleurs, depuis quelques décennies, depuis quelques jours, entre Bakou et Yerevan, il n'y a pas eu de chasseurs-bombardiers. Chacun a des chasseurs-bombardiers très puissants. Hein. Pourquoi ils ne les ont pas utilisés? Pourquoi ils ne les ont pas utilisés? Bon. Donc les bateaux, ils ne peuvent pas parce qu'on est en montagne. Mais les chasseurs-bombardiers, ils auraient pu. Ils n'ont pas utilisé. Intéressant. Donc c'est sous contrôle parce qu'on a peur. Regardez M. Erdogan, qui, à certains égards, est vraiment, vraiment un irresponsable. Et un vrai fanatique. Hein. Vraiment. Mais depuis avant son arrivée au pouvoir, ça a toujours été un frère musulman. Les Erdogan, les frères musulmans, c'est des fanatiques. Bon. Il se fait fort d'explorer du gaz naturel dans des eaux territoriales qui ne lui appartiennent pas, celles de la Grèce et de Chypre, hein, c'était il y a quelques mois, et jusqu'à ces dernières semaines. Et pour bien montrer sa détermination, il fait escorter son bateau par des navires de guerre.
Au moment où, puisqu'il n'y a pas de pilote dans l'avion, autant, ni d'ailleurs dans l'avion américain, enfin, en tout cas, il n'y a pas de pilote dans l'avion, autant, ça c'est sûr. Au moment où Emmanuel Macron, a tort ou a raison, on peut toujours en discuter. Moi, je pense que c'est à juste titre. Vol au secours de la Grèce et de Chypre via un navire de guerre, le Richelieu, et 18 chasseurs bombardiers Rafale au profit de la Grèce, c'est stupéfiant comme concomitance. À ce moment-là, dites-moi, la campagne d'exploration s'achève. Et les bateaux de guerre reviennent à bon port du côté en Turquie. C'est pas dingue, ça? Voilà, c'est dingue. Donc, simplement, juste, on se défend. Quand on se défend, le type en face, s'il sait que son bateau tient moins la mer que le vôtre, il s'en va. La dissuasion, 1. La négociation, 2. Mais c'est à la fois cause et conséquence. On n'a jamais dans l'histoire autant négocié. Jamais. Non seulement entre les 193 États recensés à l'ONU, okay, en fait, il y en a un peu plus de 200, mais tiens, par exemple, le Haut-Karabakh n'est pas reconnu. Eux, ils se voient comme un État. Il y a Puntland, Somaliland, il y a Andorre, Vatican, plein de petits États, tout. Mais qui sont observateurs ou qui ne sont pas reconnus. Bref. Donc, il y en a 193. Alors ça, c'est l'acteur principal depuis le traité de Westphalie de 1648. Mais, il y a beaucoup d'autres acteurs. Il y a les GAFA ou les GAFAM. Il y a des ONG très importantes. Il y a le pape. Alors, il n'y a pas de calife en face. Et puis les grands rabbins, tout le monde s'en fout en Israël. Enfin, le pape, c'est un acteur. Il joue un rôle qu'on veut. Mais enfin, il est crédité d'une certaine puissance, d'un certain levier. Vous avez aussi des multinationales qui négocient, vraiment, notamment dans cette phase de changement climatique très important. Bref, on n'a jamais autant négocié, d'une part, entre États, d'autre part, entre ces autres acteurs, mais même en fait entre des régions autonomes sur le plan commercial, économique, culturel, etc. Bon, alors c'est à la fois cause et conséquence. On négocie parce que si on sent qu'en faisant la guerre, on risque de perdre trop de billes. On préfère faire amende honorable et on négocie. C'est pas mal. Ça, c'est la première partie. Vous pourriez très bien me dire, attends, vas-y, t'es gentil, mon pote, mais tout va s'effondrer. Ouais, je sais pas. Peut-être. C'est de la supputation. Je sais pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que pour l'instant, ça tient très bien. La deuxième partie est consacrée à la situation très, très actuelle, très contemporaine des grandes puissances. Enfin, la situation, je veux dire, les postures en matière de politique étrangère des très grandes puissances, on va les appeler comme ça. Trump, depuis 4 ans, a systématiquement organisé son incompétence. Quand M. Reagan arrive au pouvoir en 80, il n'est pas particulièrement compétent. Mais il s'entoure de gens compétents et tous les postes diplomatiques sont pourvus en quelques jours. Les élections ont lieu là, maintenant, dans quelques jours. Les 3/4 des postes diplomatiques n'ont jamais été pourvus. Les 3/4 n'ont jamais été pourvus. Jamais. Ce mec a toujours organisé son incompétence. Il a toujours refusé d'incarner la fonction présidentielle. Il ne l'a jamais incarnée. Et je pourrais passer un temps fou à vous dire, même en résumant à chaque fois, ça prendrait quand même beaucoup de temps tellement il y en a, des propos, des promesses, des prétendues actions en train d'être prétendument effectuées, qui n'étaient pas du tout effectuées, des ordres donnés à l'escadre d'entrer dans les eaux territoriales nord-coréennes. Le lendemain, au ministère de la Défense, je suis consultant c'est pour ça que je le cite et que je l'aime bien, je suis un peu faillot aussi en disant ça, j'aime beaucoup Jean-Yves Le Drian, pour moi c'est un très grand ministre. Bon, bref, voilà, je suis un peu consultant sur ces questions-là. Le lendemain, on avait réunion et on apprend quoi? Que l'escadre a fait chemin exactement inverse. De 2 choses l'une, soit il se fout de notre gueule, soit il ne sait même pas ce qu'il raconte, soit il ne sait même pas qu'il a été désobéi. C'est extraordinaire, quoi. Pendant sa précédente campagne électorale, il promet une alliance. En géopolitique, ça veut dire quelque chose, une alliance militaire avec la Russie d'un Poutine qu'il vénère. Au bout de 3-4 mois, on est au bord de la guerre. Il raconte n'importe quoi. Je ne vous dis pas que c'est pas bien ce qu'il dit ou ce qu'il fait. C'est pas comme le Trump. C'est pas comme Bush Junior, qui est un born again, qui a découvert Jésus-Christ à 40 ans, il arrête de boire, il arrête de voir les minettes, et puis il décide de faire sa tambouille évangélique. On est d'accord ou pas, mais au moins c'est cohérent, quoi. Là, on a affaire à quelqu'un qui fait et qui dit n'importe quoi en matière d'affaires étrangères. Affaires intérieures, c'est un peu plus compliqué. Il sait a priori davantage comment se faire élire ou réélire, et je ne vais pas vous donner mon avis, mais enfin bon, globalement... Vous avez compris. Donc, on a affaire à quelqu'un d'inconséquent. Je vous donne juste un dernier exemple et je passe à Poutine. Il bombarde une base militaire donc en Syrie au début, au 6e ou 7e mois de son mandat. Et pour, dit-il, c'est intéressant, pour venger les enfants de Dieu. Qu'est-ce que c'est que les enfants de Dieu?
Je précise que ce bonhomme n'est pas un pilier d'église. Enfin, en tout cas, jusqu'à l'âge de 70 ans, âge auquel il est arrivé au pouvoir, il ne l'a jamais démontré, jamais écrit, jamais montré quoi que ce soit d'un point de vue spirituel. Au contraire, je vous rappelle que pendant sa première campagne électorale, il racontait à qui voulait bien l'entendre que pour obtenir une femme, il fallait la prendre par... voilà. Donc, mais il a arrêté. Il a arrêté de dire des cochonneries parce qu'il avait besoin des évangéliques. 75 millions, peut-être 80 millions d'évangéliques aux États-Unis. J'ai commencé ma thèse de doctorat sur Jérusalem en 93. Il y en avait 40 millions. Et c'est pas qu'ils font plein d'enfants. Ils font peut-être des enfants, mais ils sont aussi très prosélytes. Et ça marche très bien. Et ça marche dans le monde entier. Regardez le Brésil. Donc, ça, il en a besoin. Donc, il fait évangélique. Donc, il parle des enfants de Dieu. Il bombarde la base syrienne. Vous savez quoi? Moralement, et peut-être même d'ailleurs, en droit international, ben, il n'a pas tort. Parce qu'on n'a pas le droit international, selon toutes les conventions de Genève, d'utiliser du gaz neurotoxique contre sa population. On n'a pas le droit, en droit international, on n'a pas le droit de le faire. Il ne manquerait plus que ça encore. Bon. Donc, il frappe. Alors, il ne passe pas par l'ONU, parce qu'évidemment, Poutine aurait soutenu Assad. Bon. Alors, il le fait, très bien. Mais il ne prévient pas les Russes. 1, ce n'est pas un centre culturel, c'est une base militaire. 2, d'un pays en guerre. 3, allié à une grande puissance. 4, grande puissance considérée comme hostile. Non, mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si un officier ou si des soldats syriens avaient été touchés dans cette base, russes, avaient été touchés dans cette base et que ça se serait su, et que l'opinion publique russe l'avait su, vous vous rendez compte de ce que ça voulait dire? Poutine ne pouvait pas laisser passer ça. Mais ça veut dire quoi en 2017? Un président russe qui ne peut pas laisser passer le fait qu'un président américain ait balancé des missiles sur une base syrienne où se trouvaient des officiers russes. Moscou aurait répliqué quoi sur la 6e flotte en Méditerranée? Ouais, et puis ensuite, du coup, ça se serait su. Et du coup, M. Trump, lui, surrépliquait. Et là on n'était pas là pour en parler. Là c'était fini. Là, il n'y a plus personne. Non, mais complètement dingue. Il est complètement dingue. Préviens. Appelle directement Moscou. Que la base soit vide, on s'en fout. De toute façon, ni vous ni moi ne savons ce qui se passe finalement sur cette base frappée par 59 missiles Tomahawk. Mais préviens, quoi. Et il y en a des comme ça. Je pourrais vous parler des évangiles de Jérusalem tant que vous voulez. Il n'y a pas de pilote dans l'avion américain. Il n'y a pas de pilote à la tête de l'OTAN. Et c'est grave. S'il n'y a pas de pilote à la tête du Malawi, c'est grave pour les Malawiens. S'il n'y a pas de pilote dans l'avion OTAN, c'est grave pour le monde entier, quoi. Ou si le pilote est fou, c'est grave pour le monde entier. Le pouvoir, la puissance vous confère de la responsabilité. Et ça, je crois que ce n'est pas vrai que dans le giron politique ou géopolitique, c'est vrai aussi dans le giron économique et en particulier entrepreneurial, j'en suis parfaitement convaincu. La puissance, c'est bien, mais ça vous confère une responsabilité. Okay, et je finirai tout à l'heure par ça. La faiblesse m'a toujours paru complètement... la recherche de la faiblesse me paraît correspondre à un problème vraiment psychopathologique, quoi. Vouloir être faible, c'est un truc, moi, ça ne me parle pas. Donc, fort, quelle que soit la nature de la force, je ne parle pas que de la force militaire, bien évidemment, ça me parle davantage. Parce qu'une fois que vous possédez ces instruments, ces atouts, ces outils de la puissance, quelle que soit encore une fois sa nature, là, vous pouvez jouer au humble, ça peut vous faire plaisir. Vous pouvez être méchant si vous voulez. Vous aurez de quoi être méchant. Mais si vous voulez être gentil, vous pouvez jouer au humble, au gentil, vous pouvez jouer au charitable, vous pouvez jouer, vous serez respecté parce que craint. Okay, et là, toutes les possibilités vous sont offertes. Vous êtes faible, vous n'êtes pas un acteur. Voilà, c'est ça la vérité. Poutine est quelqu'un, lui, de très glacial. La politique russe est une politique extrêmement cynique, fondée, je crois pouvoir l'affirmer, exclusivement sur les rapports de force bruts, et notamment les rapports de force de nature militaire. Bien, c'est pas nouveau. Je vous dirais que, au moins, Poutine est prévisible. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est prévisible. D'abord, c'est un grand lecteur de Karl von Clausewitz. Clausewitz, qui était un grand stratège prussien qui nous a mis la misère, parce qu'ensuite Bismarck l'a écouté et ça a été terrible. Clausewitz, qui a interprété et analysé toutes les victoires de Bonaparte. Enfin, ce mec a été extraordinaire. Et Poutine adore Clausewitz. Clausewitz, c'est pas un humaniste, quoi. Bon, hein, donc il explique comment gagner les guerres, quoi. C'est pas... Et quelle que soit la manière dont on les gagne. Hein. Et Poutine, en réalité, il dirige un État que j'appelle une grande puissance pauvre, comme la France, comme le Royaume-Uni. Ce sont des grandes puissances pauvres. Il n'y a qu'une seule grande puissance riche dans le monde actuel, ce sont les États-Unis, et de très loin, et c'est la seule. La Chine, c'est un cas totalement hybride, on verra bien. La Chine, c'est la supputation, on verra bien. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que la Chine a une base militaire dans le monde entier, une seule, elle est toute petite, une seule.
c'est Djibouti. Bon, on en a 27. Je vois pas de quoi on parle. 27. Quand est-ce que les Chinois, quand est-ce que la dernière fois que vous avez vu un soldat chinois en uniforme? Non mais cherchez pas, vous n'en avez jamais vu, cherchez pas. Donc les bateaux, bien sûr ils construisent beaucoup de bateaux, on ne sait absolument pas du tout s'ils savent s'en servir. Donc c'est tout ça. La dernière fois qu'ils ont fait la guerre, c'était en 79 au Vietnam, et ils sont revenus à poil parce que les Vietnamiens avaient déjà chassé les Français et les Américains. Donc depuis, les Chinois font vachement gaffe. Mais de quoi parle-t-on? De quoi parle-t-on? Une puissance militaire chinoise? Je sais pas, j'en sais rien, je vois pas. Okay. Donc c'est un cas un peu à part. On va vers la grande puissance riche. Pour l'instant, on va surtout vers riche, mais grande puissance, je ne sais pas. La France, le Royaume-Uni et la Russie sont les seules 3 grandes puissances pauvres derrière les États-Unis selon tous les critères, alors force de projection, le nombre de bases, le budget général, etc. Mais la Russie est certainement le plus faible de ces 3 États. Elle n'a pas de base à l'étranger, sauf dans l'étranger proche, mais dans le vrai étranger, elle n'en a strictement aucune. Et vous savez que le PIB de la Russie correspond à celui de l'Italie. Bon, alors, c'est pas déshonorant, mais enfin, c'est à peu près les 2 tiers de celui de la France. Donc, c'est tout petit. Alors, quand on n'a pas beaucoup d'argent, ben, on joue ce qu'on a, c'est-à-dire des capacités de nuisance. Je dis, c'est pas moraliste hein, dans ma bouche, hein, j'en souris plutôt. On joue ce qu'on a. Alors on a de la manie de phalloïde, parce qu'il vaut mieux pas être opposant quand même, Poutine, hein, ou alors il faut avoir un estomac extrêmement solide quand même. Hein, donc là, quel talent. Bon, donc Marie Bénard, vous savez, l'empoisonneuse. Bon, donc là, il le nie pas, ou mollement, ça ne l'intéresse pas, puisqu'il cherche à faire peur. Donc s'il nie vraiment trop, ça casse un peu l'effet, on finirait par risquer de le croire. Donc Poutine, bon, mais en même temps, il n'a pas besoin, lui, d'être réélu. Trump a beaucoup joué sur les évangéliques. Il a instrumentalisé le religieux au profit du politique. Poutine, il le fait aussi, il instrumentalise le religieux au profit du politique. Il joue notamment sur l'Église orthodoxe. Face aux pays musulmans mais de son sud, mais plus particulièrement face à ses propres citoyens musulmans, entre 20 et 30 millions, hein, dont on ne sait pas si un jour ils vont dériver vers la guerre à la Tchétchène façon Émir Chemil fin 19e ou façon 94-99. Et il joue surtout l'Église orthodoxe en faisant notamment bénir le décollage des chasseurs-bombardiers Sukhoi qui vont ramener la paix à Alep par le chef de l'Église orthodoxe. Donc vous imaginez Emmanuel Macron avec Monseigneur, je ne sais pas du tout le nom de ce bonhomme, bon, c'est un primat des Gaules ou je ne sais pas quoi, l'archevêque de Paris, qui bénirait hein, le décollage de Rafale, je ne sais pas moi, allant casser du djihadiste au Mali. Bon, c'est ridicule. Charlie ferait ça, on rigolerait, quoi. C'est un dessin qui serait tout à fait ridicule. Eh bien, Poutine, il le fait en permanence. Alors que lui, bien évidemment, comme vous le savez, n'a jamais démontré non plus que c'était un pilier d'Église. Je vous rappelle quand même que M. Poutine a exercé le métier peu honorable d'officier du KGB en Allemagne de l'Est au profit, sous les ordres, d'un régime totalitaire. Il faut le faire quand même. Hein. Bon. Et de 91, la chute de l'URSS, à 99, son arrivée au pouvoir, il avait 8 ans pour nous démontrer très vite, pour écrire très vite qu'en fait il s'était trompé et qu'il aimait beaucoup Jésus de Nazareth. D'accord ? Donc on est dans l'instrumentalisation totale aussi. Mais Poutine, lui, n'a pas besoin d'être réélu. Parce que sinon, encore une fois, vous avez vraiment intérêt à avoir des intestins en plastique. Donc, il est sûr, puis il a fait voter une constitution qui lui permet d'arriver au pouvoir, d'être au pouvoir jusqu'à 87 ans, enfin n'importe quoi. Donc, au moins, c'est pas pour lui-même. Parce que ça y est, c'est fait. Par la violence, bien sûr, mais c'est fait. Sa politique étrangère, elle se nourrit. Elle se fait surtout par des coups, comment dirais-je, oui, enfin, par des coups, y compris d'ailleurs sur le plan informatique. Les virus informatiques, ça aussi, c'est une capacité de nuisance. Okay, vous m'embêtez, vous autres Britanniques ou Américains, vous allez voir ce que je vais faire de vos ordinateurs. Parce qu'ils ont des ingénieurs. Donc c'est une façon de lutter. Parce que je vous dis, moi je ne suis pas pro-russe, c'est pas génial, mais c'est une façon de lutter quand on est pauvre. Okay, et puis il fait la guerre sur ses frontières et en Syrie, mais surtout, c'est là que je veux en venir. Et je finis avec la Russie. Il est fort, Poutine, et la Russie est forte de notre faiblesse. Qui promet en 2012 de faire la guerre à Bachar el-Assad s'il recommence à propulser du gaz neurotoxique contre sa population? Qui s'allonge littéralement face au même Bachar el-Assad qui, d'un point de vue militaire, ne représente rien? C'est ridicule. Enfin, il est en train de se faire écraser à l'époque par des va-nu-pieds. C'est ridicule. C'est pas Poutine. Donc, qui, en 2013, après que le bien nommé Assad eut de nouveau à 2 reprises propulsé du gaz neurotoxique contre sa population, qui s'allonge? C'est Barack Obama.
À l'époque, j'étais chroniqueur à la chronique géopolitique sur France Inter, à la quotidienne. J'en ai fait pendant une semaine. J'ai saoulé tout le monde pendant une semaine, tous les jours. Je disais que c'était une catastrophe. Parce que, Obama assumait la puissance du pays dont il avait voulu être président. On ne l'a pas forcé quand même, que les États-Unis, qu'il avait fait une promesse, il aurait pu ne pas la faire. Il ne fait pas de promesse, il n'intervient pas, on ne peut pas lui reprocher. Je n'ai pas promis. Il a fait une promesse solennelle. Okay, il dirige la première puissance du monde de très loin. 3, son ennemi, Assad, il n'a aucune possibilité de frapper les intérêts américains d'aucune manière que ce soit. Je n'exagère pas, d'aucune manière que ce soit. Okay, et Obama s'allonge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, les alliés, enfin demain par rapport à 2013, les probables, peut-être futurs alliés des États-Unis vont réfléchir à 2 fois, vont dire ah ouais, les mecs, c'est ça être l'allié des États-Unis. Ah ouais, c'est-à-dire quand on a besoin d'eux, vas-y, type, il s'aligne devant le petit Assad. Quoi, okay, les adversaires des États-Unis se sont frottés les mains en disant bon, c'est un colosse au pied d'argile en réalité auquel on a à faire face. Et là, je suis en train de vous parler. Je sais que vous n'êtes pas des militaires ou des géopolitologues et que vous êtes des femmes et des hommes du monde de l'économie et de l'entreprise. De la crédibilité. La crédibilité. Je le dis encore une fois, la crédibilité. Il faut être crédible. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et je finirai par ça tout à l'heure, en fin de mon intervention. Les rapports de force, ça se joue et ça s'assume. Surtout lorsqu'on assume son propre rôle d'acteur. Okay, surtout lorsqu'on assume, les outils, les instruments dont on dispose a priori. Alors une fois qu'on fait une promesse, une fois qu'on s'engage, on le fait. Sinon, on est ridicule. Et ce n'est pas ridicule seulement au sens Martin Circus. On est ridicule avec des conséquences potentiellement catastrophiques. Est-ce que vous savez que jusqu'en 2013, jusqu'à l'alignement catastrophique d'Obama, qui se fait en plus avoir par les Russes, qui prétendent qu'ils vont neutraliser les stocks de gaz neurotoxiques, n'importe quoi. En fait, Assad a continué à les utiliser, ça veut dire que tout n'a pas été nettoyé par les Russes. N'importe quoi. Est-ce que vous savez qu'avant ce renoncement d'Obama, il n'y avait aucun avion russe en Syrie? Aucun. Obama s'en va, nous on s'en va, François Hollande n'y va pas, je pense que c'était une erreur, mais enfin bon, lui était prêt à y aller, on s'est retrouvé tout seul puisque Cameron n'a pas eu l'investiture n'a pas eu le oui des communes, échaudé par l'Irak, donc les Anglais qui sont une vraie démocratie ont voté, le Parlement a voté contre, et donc David Cameron, il n'a pas pu y aller. Voilà. Obama n'y va pas et Hollande se retrouve tout seul, donc Hollande n'y va pas non plus. C'est un désastre, parce que les Russes, quelques semaines plus tard, propulsaient là-bas, envoyaient leur Sukhoi. Non, c'est fini. Après, c'est fini. Une fois que vous mettez des chasseurs bombardiers dans un pays, ça veut dire que c'est comme les grands fauves. Vous faites pipi, c'est votre territoire, quoi. Et ben là, on fait pas pipi. On envoie des chasseurs bombardiers, on les pose quelque part. Ah non, mais je n'exagère pas. La France fait ça aux Émirats Arabes Unis, en Jordanie. Les Émirats Arabes Unis, je peux vous garantir que personne va y toucher, parce qu'il y a 9 ou 10 super étendards prépositionnés. Ça veut dire qu'on est prêt à y aller, quoi. C'est un signe, en fait. C'est pas que 9 avions, c'est pas beaucoup dans l'absolu, mais démonstration de force, vos forces en géopolitique. Vous le dites en envoyant des avions. Okay, enfin, la Chine, et la transition sera toute trouvée avec ma troisième partie. La Chine, l'Union européenne. La Chine entretient une politique étrangère qui est parfaitement assumée, je veux dire, dont le hardcore est parfaitement assumé. C'est-à-dire qu'on s'est un peu déniaisé. Je pense qu'on est moins naïf maintenant, ces dernières années, ces derniers mois en particulier avec l'histoire du Covid. On est moins naïf. Mais pendant tellement d'années, en écoutant les diplomates chinois nous faire l'inventaire de la ménagerie, c'est toujours pareil, c'est toujours tigre de papier, papillon voltant, vipère lubrique, scorpion puant. Je sais pas, ils ont combien d'animaux ces mecs? C'est pas possible. À chaque fois, mais la théorie du tigre de papier de Mao, c'était pas la première fois qu'on utilisait des animaux. Alors là, la route de la soie, alors c'est très joli, parce que c'est extrêmement romantique, ça fait un peu Marco Polo, j'ai jamais allé en Chine. Tout ça est très très joli. Mais qu'est-ce que c'est que la route de la soie, quoi? Mais qu'est-ce que c'est que la route de la soie? C'est l'établissement de bases militaires, vous m'entendez bien, de bases militaires. Alors il n'y a pas que ça, il y a des comptoirs commerciaux, notamment en Afrique. Vous avez aimé le colonialisme européen en Afrique?
Donc vous adorez le colonialisme chinois en Afrique. Alors on n'a pas de leçon à donner, hein. Pour le coup, et notamment pas les Français. Je ne donne pas de leçon, je ne fais que constater. Mais c'est une politique non seulement déshumanisante, parce que les Chinois considèrent les Africains comme des animaux. Un, je pèse tous les mots que je dis ce soir. Deux, ils n'investissent rien du tout qui rapporte concrètement hors de la rente basique, notamment des terres utiles, aux Africains, puisque du contremaître, du chef de... Qu'est-ce que je raconte? Du président, du chef du PCC, à Pékin, jusqu'à l'ouvrier chinois qu'on fait venir de Chine, parce qu'on n'a pas confiance dans l'ouvrier africain, en passant par les vis, les boulons et les matériels, tout vient de Chine. Par contre, qu'est-ce qu'on exproprie, hein? Ah ouais, ça, là, les Africains, ah bah oui, mais en même temps, les Chinois, ils payent. Oui, enfin, ils payent à qui? Pas aux paysans. Ah ben non, ils payent au chef d'État, qui lui, évidemment, fait ruisseler, comme on dit, oui, mais juste à sa famille, à son clan ou à sa tribu. Voilà. Et comme sur place, on ne produit pas grand-chose, tout le monde vient acheter ici des voitures, des bijoux, des haras, des hôtels. Voilà. Je résume bien, non? La Chine est en train de créer une forme de condominium. Après tout, nous aussi, on a eu, nous Français, Européens, non, mais nous Français, en tant que Français, on a déjà eu à plusieurs reprises des phases, des séquences d'impérialisme, de colonialisme, etc. Je ne dis pas que c'est spécifiquement chinois, certainement pas d'ailleurs, certainement au contraire. Les Ming ont brûlé leurs vaisseaux et les ont ramenés au XVe siècle. Mais là, en ce moment, et depuis pas mal d'années maintenant, et alors là, depuis le Covid, parce que là, ils ont été pris pantalon sur les chevilles, quoi. Ils ont été au mieux, mauvais. Les Chinois ont été, techniquement, je veux dire, hein, extrêmement mauvais dans la manipulation du truc. Hein. Je dis bien au mieux. Donc les Occidentaux, et d'ailleurs plusieurs États africains et asiatiques, commencent à retirer leurs billes, à se dire que décidément, il faudrait peut-être un peu, pas que localiser, puis des trucs un petit peu stratégiques, il faudrait les ramener. Puis la croissance chinoise, elle est quand même en baisse, même s'ils reprennent du poil de la bête. Enfin, sur l'ensemble de l'année, c'est évidemment cata. Bon, et les Chinois développent maintenant une diplomatie, je n'invente rien, regardez la manière dont les diplomates chinois parlent par rapport aux années précédentes, mais c'est d'une violence. Là, il n'y a plus d'animaux et de papillons, là. Hein. C'est, de toute façon, vous avez toujours été des génocidaires, les Blancs, vous êtes des colonisateurs, mais c'est d'une violence, quoi. Jamais les Chinois n'ont employé ça comme... Ils n'en pensaient peut-être pas moins, mais leur diplomatie ne correspondait pas à ça. Okay, c'est vachement intéressant. Pour moi, il y a une perte de sang-froid. Alors, le tout est de savoir pourquoi. Perte de sang-froid. Ouais, ça ressemble pas mal à du Covid. Hein. Enfin, je veux dire, ils sont fait prendre dans leur crédibilité, quoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Enfin, l'Union européenne, et la transition est trouvée avec la troisième et dernière partie, l'Union européenne n'est pas une puissance globale, car pour l'instant, elle ne le veut pas. D'ailleurs, vous savez que les fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas politiques, ils sont commerciaux et économiques. Jamais les Français n'auraient accepté de déléguer leur souveraineté. Vous vous rendez compte, si on avait été obligé de suivre, à l'époque, c'était même pas encore la CE, à l'époque du traité de Rome en 1957, les Européens, s'ils avaient pu dire quelque chose sur l'Algérie, en pleine guerre d'Algérie, vous imaginez un De Gaulle, en 1958, acquiescer ou obéir à des injonctions européennes? Non mais en Algérie, c'est ridicule, quoi. Évidemment. Donc la France a toujours, au Rwanda, on n'a pas demandé à l'Union européenne s'il fallait aller aider un pouvoir génocidaire. Là, on est souverain. Quand on a envie, on veut être souverain. Bon, pareil pour le Royaume-Uni lorsqu'il est entré dans l'Union européenne. Vous savez très bien qu'il a voulu conserver sa souveraineté, d'ailleurs y compris sur le plan financier, ce qui posait beaucoup de problèmes. Bref, jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'unité, je veux dire, suffisante, c'est-à-dire de représentation par les Européens eux-mêmes d'une Europe politique et géopolitique. Okay, c'est pour ça qu'il n'y a pas réellement de politique étrangère européenne. Dans les marges, il y a eu par exemple une opération militaire qui s'appelle Atalante, qui a bien marché, qui consistait à chasser le pirate en mer Rouge. Bon, on avait des bateaux, on avait des capitaines, et les pirates ont été chassés. Bon, très bien. Et il y a eu une opération européenne à l'est du Congo, là où c'était une catastrophe il y a encore quelques années. Non mais bon, très bien. Mais vous voyez, c'est lointain, c'est assez marginal. Et là, par exemple, et je finis, et je passe à la dernière partie, face à Erdogan, il n'y a pas une politique commune. Il y a globalement, les Européens sont pas très contents de la manière dont ils traitent notre président. Ouais, ok, enfin, oui, c'est-à-dire que si
Erdogan, très officiellement, avec papier en tête, décidait de boycotter. Pour l'instant, il l'a fait sans le faire, tout en le faisant. Les produits français, et boycotter vraiment la France, mais de manière extrêmement sérieuse. Si le Quai d'Orsay ou la présidence de la République demain reçoivent quelque chose, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas seulement quand un président raconte des âneries dans un truc électoral, sur un podium à l'est de son pays. Bon. S'il y a quelque chose de vraiment officiel, et que la France se plaint, à ce moment-là, statutairement, l'intégralité des États de l'Union européenne. C'est ce que dans l'OTAN, c'est la clause numéro 5 du traité de l'OTAN. L'OTAN appelle ça la clause mousquetaire. C'est un pour tous, tous pour un. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est agressé, tout le monde doit venir l'aider. Bon, là, c'est pas militaire, c'est commercial. Mais je pense que la Turquie, en réalité, fondamentalement et très officiellement, n'appelle pas au boycott des produits français parce que sinon, ils se prennent des rétorsions de l'intégralité de l'Union européenne. Je vous laisse imaginer, au regard de la balance commerciale et du volume d'échange global d'ailleurs, qui existe entre la Turquie d'une part, l'Union européenne d'autre part, je vous laisse imaginer ce que Erdogan provoquerait comme catastrophe commerciale et économique pour son pays. Donc à la fin des fins, je pense qu'il ne le fera pas, même si je pense qu'il est quand même assez à l'ouest. Donc il ne le fera pas. Là, il y a une vraie solidarité. Mais est-ce que c'est ça une politique? Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et face à la Chine, on est très divisé, etc. Alors, dernière partie en 2 mots. Le premier, donc, puis je finirai par l'islamisme. Chine, Europe. La prochaine cible, je dirais la prochaine, c'est déjà une cible, mais là, la mission a été un petit peu ralentie à cause du Covid, mais de la Chine, c'est vraiment l'Europe. C'est vraiment l'Europe parce que l'Europe est considérée comme un ventre mou. Et on y revient, un ventre mou en termes de crédibilité, en termes d'unité, de division. Les Chinois cherchent systématiquement à nous diviser. Donc ils draguent certains pays et pas d'autres, les petits et pas les grands. Quand c'est les grands, c'est les entreprises, mais pas l'État, ou vice-versa. Ils ont déjà investi du lourd en Italie, alors au Portugal, et État de l'Alliance Atlantique, le Portugal, vous le savez. Bon. Donc les Chinois possèdent maintenant la principale usine de production d'électricité du Portugal. Donc si un jour, à Dieu ne plaise, il y avait un vrai coup de tabac, comme le dit mon maître en géopolitique, Yves Lacoste, fondateur de la géopolitique moderne et du trimestriel Hérodote, dont je vous recommande la lecture. Comme le dit Lacoste, il y avait un gros coup de tabac, les Chinois pourraient verrouiller l'électricité portugaise. Mais attendez, c'est fait partie de l'OTAN, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est dingue en fait, c'est dingue. L'Union européenne, vous le savez mieux que moi, Bruxelles, l'an dernier, il y a 2 ans maintenant, il y a un an et demi ou 2 ans, a refusé que 2 grands groupes industriels européens fusionnent pour être plus forts face aux Chinois, sous prétexte que les vieilles règles européennes de concurrence et de non-bidule, antitrust. Mais dans quel monde on vit, quoi? Bruxelles est composé de gens, je parle de l'administration, qui ont 20 ans de retard, qui ne comprennent pas que les Chinois n'attendent que ça, qu'on soit divisé à la fois sur le plan économique et sur le plan national ou sur le plan politique, en quelque sorte. Okay, et puis, ils ont acquis en Grèce le port du Pirée. Enfin, c'est le principal port en eau profonde. Et d'ailleurs, le comble, c'est que c'est l'un des ports d'attache de la 6e flotte américaine en Méditerranée. Mais c'est ubuesque en réalité. Donc je pense que là, il va falloir que l'Europe se ressaisisse. Et je dois dire que de ce point de vue-là, et je ne fais pas de politique intérieure française, mais je dois dire que de ce point de vue-là, la dernière réussite, objectivement, c'est une réussite, c'est-à-dire le grand plan de relance, de sauvetage de l'économie et de relance européen, voulu par, ou impulsé, je crois pouvoir l'affirmer, ou alors je suis naïf, par Emmanuel Macron et accepté par Angela Merkel, qui a la charité de faire encore semblant de croire que la France et l'Allemagne sont à peu près sur le même niveau économique. On a décroché, on a tout à fait décroché, on se rapproche maintenant de l'Italie. Donc c'est plus vrai, ça, c'est pas vrai du tout, ça. Vous savez, avant il y avait la jambe politique et la jambe économique, donc le moteur de l'Union européenne. Une jambe et demie est en Allemagne maintenant, donc une jambe 3/4. Donc elle a fait semblant merveilleux, heureusement, et elle est là pour encore 1 an. Après, je ne sais pas ce qu'il y aura, après Merkel. Et je tremble en tant que Français, parce qu'elle est très francophile. Et je tremble de savoir quelle sera la prochaine chancelière ou le prochain chancelier d'Allemagne. En tout cas, ça a marché. Ça a marché, et non seulement ça a marché, mais quand Macron parle de menaces systémiques, c'est pas le seul d'ailleurs en Europe pour être honnête, vis-à-vis de la Chine, bon, on a une prise de conscience, quoi. Menace, c'est pas la guerre, on a une prise de conscience. Okay, dernier point de cette 3e partie, et je conclus. On a, me semble-t-il, un vrai problème, pas avec l'islam, que j'ai étudié, que je connais un peu, pas moins bien que d'autres, mais je connais assez bien. On a un problème avec l'islamisme. Je ne dis pas ça pour
pour atténuer les tensions, pour faire plaisir, pour noyer le poisson. 2 ans sous protection policière. Hein. Et puis, j'ai été consultant pour le RAID pendant quelques années. Je les ai vu passer les dossiers. Hein. Donc, je ne suis pas soupçonnable d'être complaisant avec ce fascisme. Alors, vraiment pas. Hein. C'est pour ceux qui me font l'amitié de me lire ou de m'entendre. Je vais même considérer que plutôt comme un valsiste, ou je sais pas, parce que maintenant c'est insultant dans la bouche de beaucoup de gens, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc, la République avant tout, la laïcité avant tout, il n'y a pas de problème. Mais, simplement, je vous dis que le problème, à mon avis, n'est pas l'islam, mais l'islamisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'islamisme? C'est ce qu'Abdelwahab Medeb, qui était producteur sur France Q, le pauvre, il est mort maintenant, appelait, dans un bouquin publié au Seuil en 2004, la maladie de l'islam. Ah oui, alors donc c'est quand même l'islam. Non. Qu'est-ce que c'est que la maladie qui touche l'islam en ce moment, qui d'ailleurs l'a déjà touché à plusieurs reprises, mais qui en réalité touche la plupart des collectifs politiques ou religieux dans l'histoire? C'est le fanatisme. Et le fanatisme, c'est 1, le recours à la violence, 2, au profit d'une idéologie radicale, 3, qu'on cherche à imposer. Parce que si c'est que chez soi dans sa salle de bain, tout le monde s'en fout. On se fait violence soi-même, chacun fait ce qu'il veut avec ses mœurs. Quand on cherche à l'imposer aux autres, ça devient problématique. Voilà ce que c'est, que le triptyque ou la trilogie du fanatisme. Aujourd'hui, il touche particulièrement l'islam. Il touche et il touchera beaucoup d'autres collectifs de nature différente. Collectifs nationaux, politiques, je vous l'ai dit, religieux, linguistiques, flamands, wallons, etc. Bref. Ce fanatisme-là, il faut impérativement le vaincre. Et je finirai, j'ai commencé par une bonne nouvelle, j'espère que vous voyez ça comme une bonne nouvelle, le fait que le monde aujourd'hui ne va pas si mal que ça, mais les Français, d'autres aussi, mais surtout les Français, à cause de la vague terroriste qui nous touche, on n'a vraiment pas le moral, et on a raison, et moi non plus j'ai pas le moral, mais en réalité il faut toujours mettre en relief une situation donnée par rapport à ailleurs et par rapport à avant. Alors je voudrais terminer avec ça. Des fanatiques qui ont tenté de faire chuter la République, et d'autres États d'ailleurs, d'autres régimes. Il y en a eu, notamment, je vous fais grâce du 1er siècle, avec Sénèque, sous Rome. Dans les années 1880-1914, ça s'arrête en 14. Les anarchistes et les nihilistes. Aujourd'hui, on l'a complètement oublié, ça, le terrorisme noir. Mais ils étaient d'une violence, ces mecs, mais ils étaient extrêmement violents. Ils ont tué un président, ils ont tué des mineurs de fond, souvenez-vous de Germinal, ils ont tué des ouvriers, ils ont tué des parlementaires, ils tuaient beaucoup de gens. Caserio, Vaillant, Bonneau et tous ces gens-là. Mais la République les a vaincus. Et je me permets de vous rappeler qu'ils jouaient prétendument sur le soutien de millions de prolétaires. Les millions de prolétaires n'ont pas soutenu les anarchistes et les nihilistes. Aujourd'hui, la Fédération anarchiste, aujourd'hui ils sont beaucoup plus calmes. C'est quoi? C'est quelques centaines de personnes en France? C'est ridicule. Dans les années 30, les mouvements, les ligues factieuses, fascisantes, fascistes, n'ont pas pris le pouvoir. N'ont pas pris le pouvoir. Les Allemands ont pris le pouvoir parce que nos stratèges et nos généraux étaient des billes, alors que les Allemands avaient lu de Gaulle. Je vous rappelle que Guderian a lu de Gaulle, et il l'invitait à faire des conférences. Voilà. C'est pour ça qu'on a perdu. Mais la République n'est pas tombée, et parce que Pétain est un traître à la patrie et que c'était un traître, et un fascisant. Mais la République, ni dans les urnes, ni dans la rue, elle n'est tombée sous le coup des fascistes dans les années 30. Enfin, dans les années 70 et 80. Alors, 80 en France, bon, nous, on s'est chopé la queue de la comète, mais les Italiens, les Allemands, les Japonais, mais ils se sont pris, les Brigades Rouges, la bande Abadère, mais c'était l'armée rouge japonaise, mais c'est des milliers de tués dans cette décennie, les années de plomb en Italie. Bon, nous, on a eu Action Directe, bon, dans les années 80, ça fait moins de morts. Enfin, quand même, c'était extrêmement violent. Bon, la République, elle a tenu. Et à chaque fois, notez qu'à chaque fois, les fanatiques disent, mais on a une grande partie du peuple avec nous, on a une grande partie de cette ethnie, ou de cette race, ou de ce groupe linguistique, que sais-je encore. Eh bien non. Non. Et la grande partie, l'immense majorité des Français de confession, d'origine ou de culture musulmane, pas des musulmans de France, j'ai horreur d'enfermer des gens dans un carcan. Je connais des gens qui sont d'origine musulmane, ils ont horreur qu'on les appelle des musulmans. Donc les citoyens français d'origine, de confession, de culture ou de foi musulmane, dans leur écrasante majorité, ne perpètrent pas d'attentats et ne perpètrent pas de violence et ne souhaitent pas et ne s'inscrivent pas dans le fanatisme. Parfois dans l'ultra-conservatisme, oui, notamment chez les jeunes, c'est un problème, on pourrait y revenir. Je ne cherche pas à mettre la poussière sous le tapis, pas moi. Mais ce que je vous dis, c'est que ces gens-là, ils seront vaincus aussi. C'est une certitude, à condition, et je conclus, à condition qu'on ne fasse pas comme dans le roman de Michel Houellebecq. Ah, ça c'est sûr que si on adopte la soumission, ah bah oui, ah bah non mais attendez, si on se soumet
en Ukraine face à Poutine en ne lui mettant pas des sanctions économiques pour pas qu'il aille jusqu'à Kiev ou à la frontière polonaise. Mais pourquoi il ne le ferait pas? Si on n'empêche pas les salafistes et les frères musulmans et tous ces fanatiques et leurs alliés de prendre le pouvoir ponctuellement ou totalement, mais attendez, pourquoi ils se gêneraient? Moi, je leur en veux pas. Pourquoi ils se gêneraient? On a les outils, on a les instruments, on a la force, on a la puissance. On doit donc se battre. Et plus on se battra contre ces fanatiques, plus on l'emportera à moindre coût humain et à moindre coût économique. Et je conclus en vous disant que la France est particulièrement forte par rapport à certains de nos... Il faut dire qu'on est les plus ciblés. Laïcité, la Révolution française, le grand complot judéo-maçonnique. Mais ce n'est pas que l'extrême droite qui parle comme ça, c'est aussi les islamistes, il faut les lire. Le complot permanent contre l'islam, les femmes d'origine musulmane qui peuvent prendre la pilule, avorter, aller coucher avec des juifs, des chrétiens, des francs-maçons. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point ces gens-là sont omnubilés par notre système de valeurs fondamentales. C'est pas parce qu'on va au Mali ou parce que Charlie caricature quoi que ce soit. Ça, c'est des prétextes. Donc fondamentalement, on est l'une des cibles, sinon la cible principale. Mais nous avons, nous en France, par rapport à beaucoup d'autres pays, y compris à nos voisins, on a deux remparts d'une très très grande puissance que sont, un, la laïcité, et deux, la représentation d'être une nation. Je vous remercie.